Bien, et donc je vous laisse entre les mains expertes de Johan Gini qui vont parler de sécurité, mobilité et efficacité. On peut l'applaudir, c'est pas interdit. Bonjour tout le monde déjà, pour ceux que j'ai pas vus. J'espère que vous avez bien profité du repas, de la matinée, etc. Et on va essayer de discuter un petit peu sécurité, mobilité, efficacité, tout ce qui s'appelle, enfin tout ce qu'on essaye de mettre derrière le nom du Behind Curve de Google, du Zero Touch ou ce genre de choses-là, d'un point de vue un peu macro. Vraiment très théorique, très process, très comment on essaye de faire les choses bien dans le monde d'aujourd'hui, en réfléchissant mobile first, comme on dit, essayer d'être le plus mobile possible pour comprendre et prendre en charge correctement les besoins de vos utilisateurs. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une télécommande qui ne marche pas. Voilà. Donc Johan Gini, je fais beaucoup d'admin 6 et réseau, essentiellement du système d'information de PME, mais aussi beaucoup de trucs bizarres, du genre de la carte à puce, du reverse engineering, des débilités du genre. Et également beaucoup de dev aussi à destination des IT. Hello IT, si vous en servez par exemple. Si vous ne vous en servez pas, il est temps de vous y mettre. Ça peut être intéressant, c'est gratuit, rassurez-vous. Ah ça va, alors dis. Ouais, ça va. Après, si vous voulez faire des dons, bref. Dans l'approche que j'essaye autant que possible de faire en sorte que ce soit efficace pour vos utilisateurs. D'où les outils que j'ai développés autour, c'est vraiment l'idée. Et quand on va chercher à réfléchir mobile first et essayer d'être efficace dans l'entreprise, on va vite se retrouver à devoir faire du DevOps plus que de l'IT, simple, pour essayer d'être efficace. Si on essaye de prendre le point de départ vraiment purement théorique, vraiment de la stratégie, les outils d'aujourd'hui, il va falloir les prendre en compte aussi avec une notion de cycle, avec une notion de cycle de gestion. C'est bien d'avoir de l'information quelque part, c'est bien d'avoir un outil pour faire quelque chose avec, mais si on ne sait pas l'intégrer, l'utiliser et le déclasser, on va avoir un problème, surtout aujourd'hui. Si on prend un exemple, n'importe quelle boîte aujourd'hui peut fonctionner avec ce genre d'outils. Il y a très peu besoin aujourd'hui d'avoir de l'infra interne pour une société normale. J'entends par là que je fais énormément de clients en mode très parano, très compliqué, très sécurité, très machin. Il faut dire ce qui est, la majorité du marché n'en a pas besoin de ce niveau de sécurité-là. La majorité du marché a besoin d'une IT qui marche. Ce sera déjà pas mal. Donc le pas de cloud, le machin, etc., c'est bien, c'est gentil, mais ça colle très peu à la réalité. Une boîte, quelle qu'elle soit, une start-up qui va éventuellement scaler dans le futur, qui démarre dès aujourd'hui sur ce genre de service-là, j'ai pris cela, ça pourrait être n'importe quel autre, va pouvoir croître de 10 à 10 000 sans rien changer. Si les choses sont faites correctement dès le début, et on se rend compte que dès le début, si c'est fait bien, c'est efficace. Si on prend les logiciels que vous allez utiliser qui sont à destination des utilisateurs finaux, donc ce que les employés des sociétés vont utiliser pour produire de la valeur pour la société. Je ne parle pas ici des outils pour les services support de l'entreprise comme l'IT. On va avoir de la téléphonie, on va avoir de la collaboration d'entreprise, on va avoir un CRM, on va avoir un mail, un éditeur de texte, etc. Tous ces trucs-là, aujourd'hui, sont généralement gérés par utilisateur, donc ça scale facilement. Mais quand on va les intégrer, il faut être capable de réfléchir à qu'est-ce que l'on va devoir faire, nous, en tant qu'IT, pour les gérer correctement. Dans le cas des outils métiers, on va, par exemple, devoir démarrer avec la création des identités sur ces outils-là, puis assigner des droits et éventuellement des licences aux personnes que l'on vient de créer. Ensuite, gérer l'authentification. Qu'est-ce que l'on va utiliser comme preuve d'authenticité de l'utilisateur pour lui permettre l'accès à l'outil que l'on vient de déployer. Une fois qu'on a géré ça, il va falloir à un moment donné configurer les terminaux. On a mis une téléphonie en ligne, on a mis un identifiant, on a mis un mot de passe, une extension de téléphone, c'est super. À un moment donné, il faut le configurer sur le Mac, sur l'iPhone, sur l'iPad, etc. Donc ça rentre en compte dans votre cycle de gestion de l'outil que vous allez déployer. Puis à un moment donné, vos employés vont partir, vos collaborateurs vont partir. Donc il faut être capable de supprimer ces identités-là, et de manière assez efficace. Si j'ai 10, 15 outils en ligne, je ne vais pas me les faire tous à la main un après l'autre. Sinon, je suis certain d'en avoir oublié
et soit de laisser des accès qui ne sont injustifiés à des employés qui ne sont plus là, soit perdre de l'argent parce que je vais consommer des licences, enfin, je vais maintenir des licences pour des personnes qui n'ont plus d'existence dans l'entreprise. Et qui dit suppression d'identité, derrière, dit héritage des données. Un téléphone, qui va hériter de l'extension si quelqu'un rappelle de nouveau cette extension-là. Un stockage de fichiers, qui va hériter des données personnelles qui étaient dans le Dropbox ou de le OneDrive de l'utilisateur personnel. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Quelle est la stratégie à prendre en compte? Si ça, vous ne le prenez pas en compte, vous allez avoir à un moment donné un problème, qui peut être éventuellement légal, pour le coup, quand il est question de données. Ça, c'est un type de ressources, les logiciels que vous allez utiliser. Dans l'entreprise, vous allez avoir un autre type de ressources qui sera les machines, tout simplement. Les équipements physiques qui vont vous permettre l'accès à l'information. Ce ne sont que des outils qui permettent d'accéder à votre information. Ces éléments-là, de l'exacte même manière, vont avoir un cycle de vie qu'il va falloir prendre en compte correctement. Je commande mon matériel, à quel fournisseur? On en parlait, Guillaume en parlait ce matin. Il faut le prendre à un fournisseur entreprise. Que ce soit un canal d'achat entreprise direct chez Apple ou sur un partenaire, peu importe, mais si vous bossez avec une flotte Apple, il vous faut un canal d'achat entreprise. Vous le feriez avec du Android, ça serait la même. Vous auriez besoin du Android for Work. Une fois que j'ai commandé et reçu mes machines, je vais éventuellement avoir un peu d'inventaire à faire, des tags à coller. Ensuite, je vais devoir les configurer pour créer le compte de l'utilisateur. Je vais devoir y installer des applications. Je vais devoir y configurer les services qu'on a vus juste avant. Je vais devoir ensuite faire le maintien en condition opérationnelle. Quand je vais changer, par exemple, je vais migrer d'un serveur web, d'un serveur mail à un autre, à un moment donné, il faut reconfigurer toute la flotte. Donc comment je vais gérer ce process-là correctement? Il faut l'avoir prévu dans votre cycle de vie si vous ne voulez pas devenir fou. Et à un moment donné, il faut gérer la sortie de production également. Il faut gérer le fait que j'ai remplacé la machine, j'en récupère une qui a des données qui sont confidentielles, pour l'entreprise ou parce qu'elles sont personnelles à l'utilisateur. Qu'est-ce que je fais pour le sortir de production et éventuellement le réinjecter dans un second cycle en machine réutilisée ou pour le distribuer en loterie ou autre en entreprise? Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Est-ce que vous avez une idée d'un autre type de ressources qu'une entreprise a besoin pour travailler avec les services et les machines? Vous avez une petite idée? Ressources humaines. Exactement. L'humain reste une ressource comme une autre. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et avec le fait que c'est une ressource, vient de fait son cycle de vie. Ça a beau être des humains, ça a un cycle de vie dans une entreprise. Bon, normalement, c'est pas la mort à la fin, mais on va commencer par une embauche alors, éventuellement avant, il y a une évaluation des candidats, mais on va dire qu'on démarre de l'embauche, qui implique la création des comptes, l'assignation des droits. Quelqu'un du marketing n'a pas les mêmes droits et accès que quelqu'un du bâtiment, par exemple. Va éventuellement évoluer dans l'entreprise. La personne qui a commencé IT niveau 1 dans une boîte va peut-être passer IT manager à un moment donné. Il faut lui passer des nouveaux droits, qui va éventuellement remplacer quelqu'un. Donc comment on fait pour gérer les droits sur les partages de données? Est-ce qu'on a correctement réfléchi ça en rôle ou est-ce qu'on avait assigné ça à des personnes? Et dans ce cas-là, on s'est raté. Ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, les gens se marient, se font des trucs bizarres, etc. Enfin, des gens un peu foufous. Et donc, du changement d'état civil. Comment vous allez gérer vos identités quand les noms vont changer? La petite maison dans votre Mac, par exemple. Et ça, échelle x100 sur tous les services que vous allez utiliser dans l'entreprise. Les identités vont changer, le changement d'état civil va changer beaucoup de choses sur votre système d'information. Comment je fais pour que le nouveau mail existe, soit principal, mais que l'ancien existe toujours en alias parce que les gens ne vont pas s'en servir, les renouvellements de certificats, etc. Et à un moment donné, la fin de contrat. Comment je fais correctement la sortie, le offboarding de l'employé, de sorte à ce que ces données personnelles soient correctement effacées de l'entreprise, que éventuellement les mails soient redirigés de manière légale vers un nouvel employé, puisque c'est attitré à cette personne, c'est son prénom et son nom, donc il y a une problématique juridique à gérer correctement au niveau des RH, etc., mais dont vous, en tant qu'IT, devez être conseil là-dessus. Si vous n'apportez pas conseil sur ces problématiques-là, les gens ne vont pas forcément se poser la question. Et donc ça fait partie de votre rôle d'amender, d'avoir un point de vue macro, justement, et de se dire, OK, quand on fait les choses, on les fait pourquoi, on les fait comment et avec quelles contraintes.
Donc ça, c'est vraiment les trucs de base. Maintenant, si on commence à rentrer un petit peu dans les détails, comment on fait aujourd'hui pour gérer ces 3 cycles-là? Ces 3 cycles-là, ils existent depuis toujours. Qu'on soit en cloud ou on-premise, c'est pareil. Ça n'a pas changé depuis des années. C'est vraiment les mêmes besoins qu'il y a toujours eu. Maintenant, on a des manières différentes de faire les choses aujourd'hui et qui sont potentiellement plus efficaces, plus scalables. Si on prend, donc si on essaye d'analyser cette gestion des cycles-là, du point de vue procédure et automatisme dans votre système d'information. On va partir du point de départ avec les RH. Quand on a une embauche dans une entreprise, ça veut dire qu'il y a eu une ouverture de poste, ça veut dire qu'il y a eu une documentation des CV dans votre système d'information des ressources humaines, ça veut dire qu'il y a eu des entretiens et qu'à un moment donné, il y a eu une validation. Il se peut, si vous êtes dans des TPE ou PME, que les RH ne s'organisent pas correctement pour leur boulot. C'est à vous, éventuellement, de leur demander à faire leur boulot de manière un peu plus formelle, de sorte à ce que vous puissiez travailler correctement. Parce que l'ouverture de poste et ensuite le candidat retenu va permettre plusieurs choses. L'équipement, la dotation de l'utilisateur final, ça va dépendre du poste qui a été ouvert, d'une part, et d'autre part du candidat final. Le poste va déterminer le type de matériel, mais le candidat final va déterminer les problématiques de langue et d'accessibilité. Si vous embauchez des gens de plusieurs nationalités, vous allez éventuellement vouloir leur prendre le clavier qui va avec. Si vous embauchez une personne qui a un handicap, vous allez devoir prendre le matériel qui va avec pour lui permettre l'accès à votre système d'information. Tout ça, c'est des informations qui sont censées sortir des RH. Ça ne sort pas de nulle part. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut formaliser dès le départ. Il faut à un moment donné être capable de partir de là et de dire, OK, ces éléments-là vont déterminer ces éléments suivants. Une fois que le candidat est retenu, que les RH documentent dans le SIRH, qui pourrait être même un simple fichier Excel, peu importe, mais que c'est documenté correctement, qu'il y a une date de début de contrat, à partir de là, on est capable de déclencher la création d'identité, en prenant en compte les informations qui viennent du RH, l'état civil, le service qui va avec, son N+1, l'adresse email personnelle pour éventuellement lui envoyer l'invitation à définir son mot de passe d'entreprise sur son mail perso et ne pas avoir à s'embêter à faire de la gestion de mot de passe quand l'utilisateur va arriver. La gestion des photos pour l'annuaire, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui sort du RH. Si le RH n'est pas structuré, il faut que vous les aidiez à se structurer. C'est aujourd'hui une des choses que je fais dès l'arrivée essentiellement sur les startups qui ont le plus de mal à s'organiser par rapport à d'autres types de boîtes, et surtout qui sont scalables. Donc à un moment donné, ils sont 3 aujourd'hui, dans 6 mois, ils sont 150. Il faut, dès le début, avoir réussi à leur mettre un cadre d'organisation. Et s'ils ne sont pas capables de l'avoir d'origine, c'est à nous, en tant qu'IT, de dire, OK, vous ne savez pas ce que vous voulez, bon, il y a 2-3 solutions de base qui existent, on va partir sur celui-là ou celui-là, on regarde vite fait. Peu importe si c'est un mauvais choix, tant que c'est un choix qui nous permet de nous structurer un minimum. Après, on changera, c'est pas grave. Une startup, ça change tous les jours d'outils, c'est pas un souci. L'important, c'est que les outils et les formalismes soient là au plus tôt possible, de sorte à ce que la gestion du système d'information soit la plus efficace possible. Parce qu'une fois qu'on a la sélection de l'équipement et la création d'identité, on va pouvoir définir, pour l'équipement par exemple, est-ce que l'on va recycler un équipement existant ou est-ce qu'on va éventuellement commander ça sur le Custom Store, par exemple, si vous êtes en compte en direct chez Apple ou auprès de votre fournisseur autorisé entreprise avec qui vous avez l'habitude de bosser. Mais une fois qu'on a l'identité aussi, on va pouvoir obtenir les licences logicielles. Je sais à quel service il est, je sais sa langue, etc. Donc je vais pouvoir commander la licence du produit dans la bonne localité et je vais pouvoir éventuellement définir son mot de passe. Alors soit je le définis moi, soit je lui envoie un mail pour qu'il le définisse par lui-même depuis son mail perso. Mais au moins, j'ai, à partir de ces événements-là, créé les informations et les identités nécessaires avant que l'utilisateur arrive. Tout ça, c'est fait à la signature du contrat. Hormis les rares fois où vous avez quelqu'un qui commence la journée même, normalement, c'est des infos qu'on a à l'avance. Au pire, la veille. Si vous avez automatisé ça, peu importe que les RH aient signé ça à 17h le soir, à partir du moment où vous avez un système d'information RH qui est en place, avec une capacité de récupération de ces événements-là, ou au moins une consultation toutes les heures, vous êtes capable d'automatiser un maximum de choses derrière, entre autres la création d'identité. Une fois qu'on a ces étapes-là,
on est capable, du coup, de récupérer les équipements qui vont bien, de créer nos licences et de créer les identités qui vont avec, de les précharger à l'avance, de sorte à ce que, par exemple, les mails de groupe du service où la personne va être embauchée, la personne pourrait du coup, éventuellement, si on le souhaite, recevoir les mails de la mailing list un petit peu avant, de sorte à ce que quand elle va commencer, elle ait un minimum de contexte de ce qui s'est passé la semaine ou les 2 semaines précédentes. Ça lui permet d'avoir un point de départ contextuel sur son service, ou pas, en fonction de ce que vous voulez faire. Ça, c'est le process qui est idéal et qui est, à mon avis, nécessaire si vous voulez bosser correctement aujourd'hui. Surtout avec la pléthore de services en ligne que vous allez avoir. Si vous n'avez pas automatisé un maximum vos gestions d'identité, vous allez devenir fou. Et vous allez rater de gros points, entre autres sur la sécurité des informations, ce qui va être problématique avec le RGPD, et éventuellement sur l'optimisation des coûts, tout simplement. Si on rentre un peu dans le détail pour vous donner des idées, dans la partie RH, vous n'avez pas d'outil RH, c'est pas grave, vous en mettez un en place. Il y en a plein sur le marché qui ont des prix plus ou moins élevés, qui sont plus ou moins structurants et qui vont tous, d'une manière ou d'une autre, vous sortir une information exploitable d'un point de vue informatique. Être capable pour vous d'avoir un export toutes les nuits, par exemple, sous forme CSV de la base d'employés actuelle. Si vous l'automatisez, ça, il y a un petit effet de bord qui est intéressant. C'est que du point de vue RGPD, typiquement, vous retirez une part des responsabilités. Si vous l'automatisez, vous n'avez plus un accès direct à l'information. C'est vos outils qui le font pour vous. Après, il faut les écrire correctement, tant qu'à faire. Mais une bonne partie de l'information n'est plus forcément accessible en direct. Donc, ça, dans la cartographie de votre système d'information, ça a un petit intérêt, un petit effet de bord qui est assez sympathique. Ces informations qui sortent du SIRH, de la même manière, il y a plein d'outils qui vont permettre de les consommer pour les publier dans votre annuaire et dans vos services en ligne. Il y en a plein sur le marché. Il y en a qui sont spécifiquement français, que vous retrouverez dans les gros groupes français, par exemple. Et il y a aussi, de manière très simple, vos propres scripts. Quand c'est un fichier CSV qui sort du SIRH, il n'y a pas besoin d'aller chercher des outils de fou. Vous pouvez très bien vous-même scripter ça pour maintenir vos identités dans votre annuaire. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Je repose énormément sur l'Active Directory comme annuaire principal. J'ai donc mes propres scripts qui vont régulièrement en fait, consulter l'export CSV du SIRH ou le fichier Excel que les RH maintiennent pour nous parce qu'ils n'ont pas de SIRH. Et à partir de là, générer mes identités. De fait, je n'ai pas à manipuler des données personnelles directement. Ça évite les erreurs de frappe. C'est les RH qui sont responsables des conneries du genre les abréviations de noms dans les boîtes mail pour éviter de faire des trucs un peu idiots en fonction des langues. C'est un humain qui va créer la boîte mail et qui va prendre cette décision-là. Et éventuellement, c'est quelqu'un qui est au RH et qui n'est pas à l'IT. Donc, c'est plus simple en termes de gestion des responsabilités. Globalement, nous, on est là plutôt pour exécuter, pas pour décider, en tout cas sur ces choses-là. On a un travail de conseil et de décision sur les informations d'ensemble, sur l'architecture, sur la stratégie. Par contre, quelque chose comme quelle adresse mail on attribue à quelle personne en fonction des règles d'abréviation, etc., c'est quelque chose qui a beaucoup de points culturels à prendre en compte, de quel mot l'abréviation va donner, ce genre de choses-là qui peut être problématique. Donc, autant que possible, on va la déporter cette responsabilité-là aux ressources humaines, ou au directeur, ou un truc comme ça. Quelqu'un qui n'est pas lié à l'IT. Ça, ce petit schéma-là, si on s'amuse à le faire un schéma d'ensemble, ça va ressembler à ça. Avec, globalement, 2 points d'entrée, que seront le SIRH, ici en bleu, donc c'est les RH qui vont documenter les rôles, les employés et leurs rôles, et un autre point d'entrée qui sera hop là, le portail d'achat, ça va bien, non, ouais, où je vais commander mes machines. Et une fois que j'ai commandé mes machines et que j'ai créé mes identités, le reste, il est censé être globalement automatisé. Ou, tout du moins, avec un petit humain qui valide en disant « Ok, je regarde qu'est-ce qu'il a interprété, qu'est-ce qu'il va faire, c'est bon, c'est cohérent, j'accepte ».
mais je ne fais que valider une opération qui a été automatiquement déterminée. Je n'ai pas à le faire manuellement. Et c'est ça qui devient important, surtout si on veut avoir quelque chose qui marche à grande échelle, ou qui scale facilement, sans avoir 20% de la boîte qui fait de l'IT. Maintenant, si on commence à réfléchir à la sécurité de tout ça, un des gros problèmes des gens sur « je mets tout en cloud, je mets tout en ligne, etc. », c'est le chiffrement en lui-même, la sécurité des accès, la confidentialité, etc. Si on met à part la problématique du choix de l'hébergeur, qui là va dépendre de plein de paramètres qui ne sont pas forcément IT, mais qui sont plus stratégiques, politiques, voire religieux. Prenons l'exemple d'un service, par exemple Expantia, service de gestion de notes de frais. Mon utilisateur cherche à accéder au service. Si j'ai fait les choses correctement, je ne me suis pas amusé à avoir des identités qui sont propres à chaque service. Je n'ai pas un mot de passe par service. J'ai un annuaire dans l'entreprise avec une identité qui est unique, qui est d'une manière ou d'une autre chargée dans les différents services que j'utilise, mais dont la preuve d'authentification est globalement unique et centralisée. Ça, pour tout ce qui est service moderne, ça va passer par ce qu'on va appeler une authentification moderne, avec une redirection typiquement SAML. C'est-à-dire que là, quand je vais faire cette demande d'accès, le service va me dire « Ok, tu veux accéder à ça, c'est très bien. Par contre, ce n'est pas moi qui vais t'authentifier. Je te redirige vers ton portail de fournisseur qui va fournir ton identité, ton fournisseur d'identité. Tu vas lui demander une preuve d'authentification. Et à ce service-là, tu vas t'authentifier de la manière qu'il va te demander lui et me renvoyer l'information. Quand on récupère l'information, la preuve d'identité qui nous a été fournie par le fournisseur d'identité, on va la retourner au service et à partir de là, on sera authentifié. En termes de donc on a fait le contrôle d'accès ici. Et on va voir dans quel détail on peut rentrer dans le contrôle d'accès. On a fait le contrôle d'accès qui est déporté sur le fournisseur d'identité, mais au côté sécurité, chiffrement des flux, tout ça est en HTTPS. Donc on a le même niveau de sécurité que l'on pourrait avoir avec n'importe quel VPN sur TLS que vous utilisez aujourd'hui. Et globalement équivalent à la sécurité de l'IPsec. C'est à peu près le même niveau de sécurité que vous allez avoir là-dessus. On va rentrer dans les détails après sur les petits points spécifiques qu'il peut y avoir, mais globalement, vous êtes sécurisé. Vos flux sont chiffrés avec des certificats, comme l'a expliqué Laurent tout à l'heure. Non, t'as pas expliqué. J'étais pas là. T'es pas là, non, ouais. Ce fournisseur d'identité, son job, ça va être de fournir différents services et de permettre l'authentification avec donc, soit des protocoles de déport d'identité type SAML, OpenID, OAuth, d'authentifier l'utilisateur avec du Kerberos mobile, de l'authentification par certificat, de la vérification de conformité du terminal sur lequel on est en train d'accéder, proposer éventuellement du double facteur, chaîner des fournisseurs. On pourrait très bien faire une première authentification sur un fournisseur X et ensuite une deuxième authentification sur un fournisseur Y qui propose des mécanismes différents. On peut les chaîner, ces choses-là. Ce truc-là va également nous permettre de faire un catalogue de services. Je vais avoir une page web globalement où j'ai tous mes services qui sont disponibles. Et alors je veux accéder à mes mails, à mon Office, à mon machin, etc. J'ai une landing page unique pour la boîte qui donne accès à tout et qui va encapsuler éventuellement les problématiques d'accès. Si par exemple j'ai des services qui sont en remote app, des applications Windows qui sont accessibles à distance et que je veux utiliser depuis mon iPad ou depuis mon Mac, potentiellement ce fournisseur d'identité va être capable de dire « Ok, ça c'est un lien de type RDP : qui va lancer le bon logiciel avec les bons paramètres d'identité, etc. pour que ça se connecte tout seul et que ça soit facile pour l'utilisateur. » Le but du jeu étant de simplifier la vie des utilisateurs. Ça complexifie la vôtre, mais au moins le job de ceux qui rapportent du fric à la boîte est plus simple. Tout ça va permettre d'avancer énormément sur votre contrôle d'accès et votre qualité de service, en fait. Typiquement, en conformité du terminal, vous allez pouvoir éventuellement intégrer votre fournisseur d'identité à votre gestionnaire de flotte mobile pour dire « Ok, tu es en train de te connecter à tel service,
c'est un service sensible. Si tu n'es pas sur telle version ou plus de iOS ou macOS, je te refuse l'accès. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas ce déport d'identité. Parce que le double facteur, comme la conformité du terminal ou ce genre de choses-là, ce n'est pas chaque fournisseur de service qui va s'amuser à vous l'intégrer. Non, vous avez un fournisseur d'identité unique, du déport d'authentification, et c'est lui qui fournit les choses qui vous intéressent. Globalement, en fait, son job, c'est de dire qui accède à quoi, depuis quel terminal, et à partir d'où. À partir de là, on a une décision qui est oui, non. Prenons un exemple. J'ai un équipement qui est non géré, genre la maison. J'y accède depuis la France. OK, je demande un login et un mot de passe. Le login et mot de passe, c'est validé. OK, je demande un second facteur. Le second facteur est validé. OK, l'accès fonctionne. Si le mot de passe n'est pas bon, que son facteur n'est pas bon, je refuse l'accès. Maintenant, je peux aussi dire, c'est un équipement non géré qui accède depuis la Chine, c'est un no-go direct. Il n'y a pas de raison d'y accéder. Ce n'est pas légitime comme accès. Prenons un autre cas. J'ai une entreprise, un équipement qui est ce coup-ci géré. Il est sous le contrôle de ma gestion d'entreprise. De la même manière, j'y accède depuis la France. Et je suis dans les locaux de l'entreprise. À ce moment-là, je peux faire un truc un peu intelligent qui va simplifier la vie de mon employé, c'est de faire l'authentification intégrée. Je ne vais pas lui demander un mot de passe. La machine est gérée, il est depuis nos propres bureaux, je connais l'identité de l'utilisateur qui est sur cette machine-là par mon MDM. À partir de là, j'autorise automatiquement l'accès. J'évite le mot de passe. Je suis en France, mais à l'extérieur du bureau. La machine est identifiée, je sais qui est l'utilisateur dessus. Par contre, je vais quand même faire une petite vérif pour être sûr que ce n'est pas le gamin qui est en train de jouer sur l'ordi des parents à la maison. Donc, je demande un double facteur qui est directement associé à l'identité qui est référencée pour cette machine-là. Et si c'est validé, je valide l'accès. Pas de mot de passe. Je me connecte depuis la Chine avec une machine qui est gérée. J'ai éventuellement une whitelist qui dit cette personne-là est autorisée à travailler en mobilité depuis tel pays. Je confirme quand même que c'est bien la personne avec une authentification double facteur et éventuellement j'autorise l'accès. Donc là, ça me permet toujours d'être sans mot de passe, mais d'avoir un minimum de contrôle sur qui a le droit de travailler depuis où en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Du coup, si on réfléchit un petit peu à tout ça, à partir du moment où on a un fournisseur d'identité, si on décide de se dire on ne gère plus les équipements non gérés, tout le monde est doté d'une machine entreprise, éventuellement d'un téléphone aussi d'entreprise, les personnes qui font du travail, qui sont autorisées pour travailler à l'extérieur, ont une machine qui est portable. À ce moment-là, je peux dire je n'ai que de l'équipement géré. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre en œuvre une stratégie qui est zéro mot de passe. Une fois que l'utilisateur a été associé à la machine, vous avez des mécanismes d'authentification autres que des mots de passe qui sont bien plus sécurisés, puisque c'est soit du temporaire, soit du Kerberos, etc., qui sont beaucoup plus efficaces et qui sont beaucoup plus simples et agréables à utiliser pour les utilisateurs, tout simplement. Et qui vont vous permettre de vous simplifier la vie. Parce que la personne a oublié son mot de passe, du coup, ça, ce problème-là, vous l'avez de moins en moins. Surtout dans le scénario où on est de plus en plus aujourd'hui, où les identités machines ne sont plus associées aux identités annuaires. Ce que nous pousse à faire Apple de plus en plus, on travaille avec des comptes locaux qui ne sont plus des comptes AD, ce qui veut dire que les mots de passe peuvent potentiellement être différents entre la machine et l'annuaire. Et donc, le mot de passe que je tape tous les matins pour ouvrir ma machine et que celui-là, je ne l'ai pas oublié, n'est pas forcément le même que celui qui me permet d'accéder à mes mails. C'est le risque du scénario d'aujourd'hui. Apple fait ça, mais je vous rassure, si vous faites de l'environnement Microsoft avec une gestion par MDM et Azure AD de Windows d'aujourd'hui, Windows 10, vous allez tomber sur Hello for Business avec exactement la même problématique. Vous avez un code PIN local qui n'est pas forcément votre mot de passe d'annuaire. Donc ça, c'est une problématique qui est globale et qui permet, via les fournisseurs d'identité, permet de se simplifier la vie et d'éviter ces mots de passe qui sont une problématique d'ensemble à tout le secteur. Donc ça, c'est assez intéressant.
Sur ces scénarios-là, par rapport à j'ai tout en interne et j'y accède de l'extérieur en VPN, il manque une fonctionnalité. Il y a un niveau de protection que vous apportez le VPN que je n'ai pas encore évoqué ici. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? On accède à des services en ligne. On est capable de dire c'est depuis une machine managée. Donc en gros, comme quand j'accédais à un VPN avec un certificat ou ce genre de choses-là. Tout est chiffré. J'ai du contrôle d'accès en fonction de où je vais. Mais par contre, par rapport au VPN, il y a une fonctionnalité qui nous manque. Ça vous parle ou pas? Alors les logs, tu peux les avoir. Globalement, si le produit cloud est bien conçu, normalement, tu es capable de ressortir des événements. C'est plutôt ça qui va te le fournir. Mais il y a vraiment quelque chose de spécifique que le VPN a apporté qu'on n'a pas encore ici. Non, compliance, c'est le contrôle d'accès qui va te le donner. La conformité du terminal. Le réseau géré par le VPN? Ouais, éventuellement l'isolation, on va dire, par rapport au réseau local, ouais. Pardon? Le cryptage des données? Le chiffrement, c'est l'HTTPS qui va te le fournir. Couvrir ses traces, tout simplement. Si on rentre un petit peu dans les détails de ce qu'est HTTPS et de comment ça fonctionne, vous avez un client et un serveur. Votre client ouvre une connexion HTTPS à votre serveur en utilisant TLS que Laurent n'a du coup pas démontré tout à l'heure. C'est SSL V6. Ce qu'il faut comprendre sur le HTTPS tel qu'il est utilisé aujourd'hui, votre tunnel sécurisé entre le client et le serveur protège les entêtes des requêtes, la requête elle-même, le contenu, ce genre de choses-là. Par contre, passe à l'extérieur du tunnel sécurisé l'adresse IP, le port et également le nom du serveur. Cette information-là sur est-ce que je suis en train de me connecter à www.google.com est visible de manière non sécurisée. Ce n'est pas un flux qui est chiffré, ça s'appelle le Server Name Indication, et c'est nécessaire en fait pour avoir plus d'un site web par adresse IP. Donc autant dire que tout le monde s'en sert aujourd'hui. Quand on est sur du HTTPS, ça veut dire que vos identités sont... enfin, vos données, du moins, sont correctement protégées. Ça, oui. Par contre, ce à quoi vous vous connectez, ça, c'est autre chose. Vous allez pouvoir... quelqu'un qui a une position avantageuse sur le réseau va être capable de dire, vous êtes en train de vous connecter à tel et tel service pour travailler. Et éventuellement, tel MDM. Et si en plus vous avez un MDM qui est on-premise, qui est associé à votre boîte, d'un simple flux réseau, on est capable de dire, ou même l'identity provider, le fournisseur d'identité, si ce n'est pas une infra complètement partagée, mais que c'est associé à un sous-domaine qui porte votre nom, d'une simple trace réseau, on est capable de dire, dans ce genre de cas-là, vous travaillez pour telle société, vous utilisez tel et tel service pour fonctionner dans votre entreprise. C'est ce que le HTTPS va faire fuiter naturellement. C'est là où on a encore certains intérêts pour le VPN, pour couvrir ces traces. Donc on est vraiment sur un niveau de sécurité plus avancé. Pas tout le monde a ce risque-là. Et typiquement, ce que l'on va pouvoir mettre en place, c'est des VPN un peu plus intelligents que ce qu'on avait l'habitude de faire aujourd'hui. Un VPN, c'est chiant. Demander à l'utilisateur de se connecter, c'est juste pas à faire. Il faut que ça marche. On clique sur son bouton, ça marche tout seul. De comment c'est chiffré, de comment ça passe, etc., c'est votre merdier, c'est pas celui de l'utilisateur. Donc le but du jeu, c'est de le dégager, ce VPN-là. Le VPN, en tout cas, commandé par l'utilisateur. L'idée, c'est donc de passer sur du VPN à la demande. De faire un VPN qui va naturellement se déclencher en fonction des accès que l'on fait. Et dans ce cas-là, du coup, on récupère des services qui sont un peu plus intelligents que ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait notre tête VPN qui permettait d'accéder à notre réseau à nous, et basta. Si on commence à réfléchir sur des scénarios full cloud, normalement, on n'a plus rien en interne, ou au pire, c'est chez un hébergeur. On va du coup passer sur plusieurs têtes VPN hébergées à plusieurs endroits différents, et le système aura la charge de se dire, en fonction de là où je vais, j'ouvre en sous-main des liens vers telle ou telle tête VPN qui est sur le réseau. Par exemple, si je cherche à accéder à Office 365, bon bah ok, je vais avoir
une entrée VPN sur le cloud d'Azure, c'est ce qui sera le plus performant. Et si je cherche à accéder à Salesforce, je vais en mettre un aussi sur le cloud d'AWS. Et je vais mettre des règles de routage sur mon outil de contrôle d'accès qui va dire si la machine cherche à accéder à tel domaine, alors je passe par tel nœud VPN. Et autant que possible, ça c'est en authentification par certificat qui est intégré à la machine, qui ne demande rien à l'utilisateur et qui va s'activer naturellement en fait. À partir du moment où l'utilisateur va faire l'accès, le lien chiffré va se déclencher et quelqu'un qui serait en position avantageuse sur le réseau à cet endroit-là, en fait, entre mon client et le cloud d'Azure ou d'AWS, ne verra pas à quel service je suis en train réellement d'accéder. C'est là où ça devient intéressant. Et ça, vous pouvez, ces technos-là, il y en a plein qui existent, le faire également sur vos clouds privés. Imaginez que vous avez sur un data center X ou Y stocké des informations confidentielles, des services qui sont internes uniquement. Par exemple, vous avez un GitLab d'entreprise où vous avez le code source de la boîte qui est stocké. Vous ne voulez surtout pas le publier sur Internet. Il n'est accessible qu'à travers un VPN, mais un VPN qui sera déclenché automatiquement de la même manière. Et ça, on peut le faire pour plein de choses. Typiquement, on va pouvoir également le faire pour du bureau à distance. Là où j'ai éventuellement des services en app à distance, que ce soit Citrix, Remote App de Microsoft, Horizon, peu importe la techno, vous avez du bureau d'e-porté qui est fourni par exemple sur vos iPads pour les commerciaux, mobilité ou ce genre de choses-là. Vous ne voulez pas vous faire défoncer par la faille MDS, la dernière qui est sortie, liée à des problèmes de sécurité du RDP. Vous ne voulez donc pas exposer le RDP sur Internet, mais pour autant, c'est quelque chose qui est en data center. Donc à un moment donné, il faut y rendre l'accès. Il faut y donner une méthode d'accès. Et donc là, le VPN à la demande va permettre ce fonctionnement-là. Toujours en faisant en sorte que ce soit transparent pour l'utilisateur. Ça peut être du VPN pur et simple de type VPN TLS, IPsec, etc. Ou simplement, quand c'est basé sur de l'HTTPS, des mécanismes de proxy et de redirection en HTTPS qui vont apporter le même niveau de sécurité derrière. Il y a plein d'outils qui existent autour de cette brique-là. C'est tout ce qui va être la brique de contrôle d'accès en fait, et de proxy de ce type d'infrastructure-là. Du coup, notre schéma, au final, on récupère du coup, on récupère du coup, en plus de notre identité, un lien sur un cloud privé avec nos têtes de VPN à la demande qui permettent l'accès entrant. Tout ce qui est hébergé à l'intérieur n'est pas exposé sur Internet, mais pour autant, c'est fait pour travailler en mobilité. Il n'y a pas de notion de « je dois être au bureau pour travailler ». Et je ne demande pas à l'utilisateur de réfléchir à comment accéder à la ressource en fonction de là où il est. Ce n'est pas son job de réfléchir à « je suis à la maison, au bureau ou machin, il faut que je fasse ça ou ça ». Non. Le but du jeu, si on fait les choses correctement, c'est que ça soit le plus automatique possible. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je crois que je suis à peu près dans les temps. Donc si vous voulez plus qu'on rentre dans les détails ou autre, il y a deux questions au fond. Bah d'abord, on peut t'applaudir, Johan, c'est un bel exposé. Et ça y est, déjà, je suis un peu comme Patrick Bruel, je me suis cassé la voix. Qu'est-ce qui voulait poser des questions? Ok, ouais, je la ferai plus. Ça. Oui, Johan, tu parlais des services cloud, enfin des SaaS qui sont majoritairement maintenant accessibles en SAML. Comment tu gères les quelques-uns qui n'en font pas, qui sont assez rétrogrades, mais qui malheureusement n'en Alors, pas. comment dire ça de manière polie? Ne le dis pas. Et tu peux pas et accessoirement, tu peux pas t'en passer. T'en as besoin. Donc. Non, alors c'est aujourd'hui, on va dire, j'ai un niveau de confiance avec mes clients qui font que si on tombe sur un truc qui ne le gère pas, il va y avoir une très très grosse réflexion de on va peut-être partir ailleurs et on va le faire comprendre aux prestataires. Ça m'est arrivé de faire comprendre suffisamment bien aux prestataires, aux fournisseurs de services pour qu'ils se mettent à jour et qu'ils fassent du SAML. Dans les rares cas où on n'a pas le choix, ça arrive. Globalement, je vais essayer de négocier le tarif aussi derrière en disant vous êtes gentil, vous êtes bloqué dans les années 90, vous me faites une réduc parce qu'on va devoir passer plus de temps dessus. Et tant pis, on le gère à la marge. Mais très clairement, moi, sur la manière que j'ai d'aborder les choses, sur ce type d'infra-là, c'est pas intégré au SAML,
ça juste ne passe pas la prévalidation, on ne va pas plus loin, quoi. Mais après, voilà, mes clients me font confiance et on n'a aucun problème à remettre en question des choix qu'on a fait dans le passé ou des outils, ou etc., pour se dire on part sur autre chose, et histoire d'avoir une situation qui est beaucoup plus moderne, quitte à se passer des gros acteurs. Et voilà. Mais j'ai l'avantage d'avoir des clients qui n'ont pas peur de ça. D'accord. Parce que pour juste contextualiser un petit peu, j'ai à peu près 450 applications dans Okta aujourd'hui, dont quasiment un bon tiers, je pense, d'applications de l'État. Oui. Voilà. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Après, alors, tu viens de citer Okta, qui a quelques petites bricoles intégrées d'origine qui permettent de faire semblant qu'il y ait du SSO, avec des plugins navigateurs et compagnie qui permettent d'injecter des codes générés par Okta, etc. J'aurais pas tendance à passer par Okta pour différentes raisons, et à se dire, à la limite, si tu es dans ce scénario-là, si vous êtes dans ce scénario-là, ce que vous devez faire surtout, c'est plutôt partir sur des gestionnaires de mots de passe de classe entreprise. Si vous acceptez le cloud sur ça, ça va être du One Password entreprise. Si vous êtes en on-premise, ça va être Ticotic, Secret Server de Ticotic, ou ce genre de choses-là, qui permettent d'avoir un semblant d'authentification centralisée, qui facilite la vie aux utilisateurs et qui permettent de gérer le cas des quelques entreprises qui ne veulent pas bosser correctement. Donc, soit iCloud avec un compte. Non. Ça avait l'air bien, ça, pourtant. Petite question sur le offline. Oui. Et tout full cloud. Qu'est-ce que tu conseillerais comme solution dans le cas, moi qui m'arrive assez souvent en clientèle, où j'ai quelques données sensibles, entre guillemets, mais j'ai pas envie de les mettre sur le cloud, pour raison X, Y, Z, on va pas entrer dans le débat. Ouais. Voilà, j'ai un dossier. C'est ce que j'avais noté tout à l'heure, typiquement avec l'exemple hébergé chez OVH ou autre. Si tu as des données très sensibles, mais que tu veux quand même réfléchir en mode mobile first, alors dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter une partie privée. Alors ça peut être, je loue des serveurs chez OVH, ou ce que j'ai fait, ce qu'on est en train de faire sur un client par exemple, on a loué une baie complète dans un data center, on va monter notre machin là-dedans, et ça sera disponible à travers VPN uniquement, depuis des machines gérées uniquement. Et donc on retrouve un niveau de sécurité qui est, tout est sur mon infrastructure en propre, il n'y a aucune personne extérieure qui est capable d'accéder à mes données, c'est dans un bâtiment qui est sécurisé sur un opérateur de confiance, et c'est en accès protégé avec VPN. J'étais plutôt sur local, c'est-à-dire j'ai pas d'internet, je suis dans une situation où j'ai pas d'internet. Alors si tu es en mode coupé d'internet, là tu es classique années 90, on va dire, il n'y a pas de... C'est ça, mais j'ai quand même ce besoin que je retrouve assez régulièrement chez des gens, ils disent voilà, j'ai quelque chose en local, j'ai une machine, elle est portable aujourd'hui, elle sort de l'entreprise, mais j'ai des données là-dessus qui sont sensibles. Alors oui, il y a FileVault, le mot de passe firmware, etc. Mais voilà, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour se dire, ok, je me sens en sécurité sur ces données qui est quand même locale sur cette machine. Sur la machine qui est portable. Au-delà du MDM pour effacer la distance, etc. Voilà, un chiffrement supplémentaire. Non, là-dessus, je ne vais pas sortir du truc classique de gestion de la machine, chiffrement, et à un moment donné se poser la question de si on est en train de faire du confidentiel défense et de se balader avec la machine sur le portable. Non, ça marche pas. Non, là-dessus, hormis aller sur les normes de sécurité classiques de chiffrement intégral du système et ce genre de choses-là, il n'y aura rien de plus à faire malheureusement, quoi. D'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir remercier encore Johan.